Yeah, chacal, t'es sur Critical Podcast, mon poteau. Prépare le popcorn. Bien ou quoi les refs et les refs. Bienvenue dans ce premier épisode de Critical. C'est plutôt un podcast, on va dire, c'est un peu hybride. C'est entre le rap et le cinéma. C'est-à-dire le rap va rentrer dans le cinéma et peut-être aussi le cinéma dans le rap. Je suis avec mon frérot S. Moulay. Salut. Comment ça va, frérot? Ça va et toi? Ça va. Et bon, moi c'est Golgo 16. On va pas commencer à faire des longues présentations. De toute façon, si vous nous suivez sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux, vous savez à peu près qui on est. Est-ce qu'il y a besoin de te présenter quand même? Oh, non. Il faut arrêter avec ces légendes. Je suis pas un grand journaliste ou chroniqueur, je sais pas quoi. Je suis juste un passionné, comme toi, avec les vidéos, avec le cinéma. Hein. C'est ça. C'est cool qu'on fasse un truc ensemble parce que du coup, on mêle deux univers et en plus, on est tous les deux attirés l'un l'autre par nos propres univers. Donc, ça va faire un petit bon clash des univers. C'est cool. Quel meilleur film. On pouvait pas trouver mieux, en fait, pour montrer ce mélange, quoi. Exactement. Et du coup, je pense que tu vas l'annoncer. C'est quel film? C'est En Sursis, a.k.a. Cradle to the Grave, avec Jet Li, DMX, Gabriel Union, Anthony Anderson, Mark Dacascos, Kelly Hu. Je préviens direct, c'est le premier, mais c'est peut-être aussi le dernier épisode, parce que vu le film qu'on va traiter aujourd'hui, je pense qu'on va se faire cancel. Pourquoi on se ferait cancel? Je pense qu'on va pas tergiverser. Ce film est quand même sacrément raciste. Hein. Après, c'est quand même l'ambiance des années 2000, quoi. Un film entre 80 et 2000, c'est la roue libre, quoi. On va expliciter tout ça, je pense. On va d'abord lancer le trailer, bien entendu. Jackpot. T'es qui, toi? T'es un James Bond version Kung Fu? On est fait pour s'entendre. Ces pierres, c'est pas du tout ce que tu crois. Alors, Cradle to the Grave, présentons ce film. Je suis comme tu veux, soit je le présente, soit t'y vas, quoi. On peut commencer déjà par l'histoire, pour le présenter, je pense. Du coup, c'est l'histoire d'Anthony Fate, qui est donc interprété par DMX, qui est un voleur lambda, il fait des braquages pour vivre. Le film démarre assez d'emblée, en vrai, dès minute 1, il y a Go to Sleep d'Eminem, et en plus je crois que c'est un feat avec DMX, du coup. Et Obi Trice, ouais. Du coup, il est accompagné de Dragon, et du coup, c'est une équipe de braqueurs. Tout se déroule d'une manière assez fluide, on sait même pas... On sait qu'il y a un braquage, on sait pas qui est qui au tout début du film, et ça avance très vite. On sait que, voilà, DMX, il a une espèce de boss, ou en tout cas un client qui lui a demandé de voler les pierres. Il fait le braco, sauf que, en fait, le boss, il se fait attaquer par Jet Li, qui débarque un peu comme un méchant dans l'histoire au tout début du film. On sait pas qu'est-ce qu'il veut, on sait que en tout cas, il en veut aux pierres. Et puis, on découvre très vite qu'en fait, c'est un flic, et que ces pierres ont quelque chose de très spécial, parce qu'elles sont recherchées aussi par un autre bad guy, qui est donc interprété par Mark Dacascos. Et en fait, il va y avoir une espèce d'enchaînement de merde sur, du coup, Anthony Fate, et ils vont lui... kidnapper sa fille, et il va devoir faire équipe avec Jet Li pour essayer de récupérer sa fille, et Jet Li veut récupérer les pierres, et c'est ça tout le film. Mais c'est vrai que DMX, il mange quand même beaucoup dans ce film, hein, parce que les autres, ils sont quand même un peu pépères. Hein. C'est vrai, c'est un peu la tête de turc du film. Non mais vraiment, et tout, kidnapping de sa fille, il a deux droits d'aller au Carplat, il se fait courser par des chiens, bon, après, quand tu vois comment il vesquille le chien, tu te demandes, tu te rappelles quand on est passé après Matrix, quoi, vraiment, des techniques... C'est un film typique des années 2000, ça va vite, l'histoire elle tient sur un post-it, c'est un mec qui se fait kidnapper sa fille et qui doit la récupérer, point, avec une histoire de braquage entre. Mais en vrai, le film, on va le décortiquer un petit peu, mais je le trouve intéressant pour ça, justement. Ça se prend pas la tête, ça va à 200 à l'heure, dès le début du film, et jusqu'à la fin, il y a quasi aucun temps mort. Je pense que c'est ça qui en fait un bon film, et on va
on va expliciter tout ça. Oui, on va en parler. Mais d'abord, bien sûr, faut parler en tout cas des personnages principaux. Moi, d'abord, je vais parler de DMX, bien entendu, Darkman X, et Earl Simons, qui est décédé l'année dernière, en avril 2021. Il rappait déjà avant It's Dark and Hell Is Hot, qui est sorti en 98. Il rappait déjà, il était un peu avec les Kanye Buzz, il faisait des battles avec Jay-Z et tout. Son premier album, qui a été directement à raz-de-marée, sort en 98 sous Def Jam et Rough Rider. Pour l'anecdote, parce que en gros, Irv Gotti, qui est le patron de Murder Inc., à la base ça voulait pas trop signer Ja Rule, mais pour arriver à signer Ja Rule sur Def Jam, il a ramené DMX pour faire l'ouvreuse, quoi, si je dois parler grossièrement. Et il avait dit, vous inquiétez pas, je vous ramène un mec, il va vous vendre 5 millions d'albums. Et les gens se sont foutus de sa gueule. Et Irv Gotti, il arrive, il dit, voilà, ça va vendre 5 millions. Ça a vendu 5 millions, quoi. Donc voilà, après ça en est enchaîné. Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, jusqu'à Gun Champ en 2003, l'année où sort En Sursis, que des numéros 1 au Billboard. C'est une époque où DMX, il prend une place énorme, je trouve, dans la rap culture. Ces sons, ils sont utilisés dans beaucoup de films, déjà. C'est insane, et en plus, bon, on va l'évoquer, mais c'est son 3e film. C'est son 3e, non, c'est son 3e avec Joel Silver, le producteur de films d'action, mais il y avait Bélir entre-temps. Andrew Partoviak, parce que c'est son 3e film, normalement, c'est soi-disant une trilogie, quoi. Bon, après une trilogie, vraiment, le seul point commun, c'est qui ? C'est Anthony Anderson et DMX, en vrai. C'est vrai. Et il y a Jet Li dans Roméo doit mourir déjà. Ouais, parce que le 2e film de cette entre guillemets trilogie, c'est Hors Limite avec Steven Seagal. Ouais, on en parlera une autre fois. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que c'est un choix intéressant de partir directement dans Sursis. Est-ce que tu peux expliciter ce choix ? Pourquoi tu as voulu commencer par ce film ? Bon, déjà, j'ai vu que 2 films de la trilogie. J'ai vu Hors Limite qu'une seule fois, parce que vraiment, c'est niveau téléfilm RTL 9, quoi. Tu le vois une fois et t'as oublié. Et le Roméo doit mourir, je l'ai toujours fui. Mais vraiment, quoi, genre, on m'a toujours dit que c'était de la merde, quoi. Allons dans le vif du sujet. On m'a toujours dit, il est pourri, et de toute façon, DMX, apparemment, tu le vois 2 ou 3 fois, apparemment, c'est vraiment une calamité, et que de To The Grave, c'est un film que, la première fois que je l'ai vu, c'était dans les années 2000, c'était sur M6, quoi. Et à l'époque, voilà, quoi, Jet Li... C'était Jet Li, quoi. Si je dois comparer aujourd'hui à un autre acteur maîtrisant les arts martiaux, c'est Iko Uwais, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, j'aurais même dit un Donnie Yen avec les Ip Man et tout. Après, Donnie Yen, il est là depuis plus longtemps. Jet Li, vraiment, années 90-2000, surtout sa période 2000 états-unienne et aussi française, parce qu'on va... Bon, le baiser mortel du dragon, Danny the Dog, etc., etc. Mais... En tout cas, dans sa période américaine, Jet Li, c'était gros. Même si, il faut dire la vérité, les films qu'il a fait aux États-Unis, c'est clairement pas les meilleurs de sa filmographie. Mais c'était quand même quelqu'un. Quand t'avais Jet Li, tu cherchais la cassette, quoi, et le DVD, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je me rappelle avoir découvert Jet Li avec L'Arme Fatale 4. C'est lui qui joue le méchant dans celui-là, et c'est un peu le début de sa carrière américaine. Mais ouais, j'ai découvert après sa carrière hongkongaise avec le remake de Fist of Legend qui m'avait vraiment impressionné. Ça m'avait bousillé le cerveau, ce truc. J'avais trouvé ça vraiment fantastique. En plus, j'avais les Bruce Lee, donc j'avais vraiment trouvé une espèce de ligne, tu vois, une espèce de ligne d'héritage entre Bruce Lee, et c'est rigolo, En Sursis ils font la blague, t'as une personne de petite taille qui dit à Jet Li, Bruce, lâche-moi Bruce, et il fait, je m'appelle pas Bruce, il lance DMX, vers le début du film, il fait la même blague, hein, et la blague Bruce Lee, elle arrive 2 fois, hein. Ouais, c'est la vanne raciste. Je crois que c'est le truc le moins raciste du film. Mais ouais, pour revenir à DMX, période 2003, bon, comme j'ai dit, même si son album Grand Champ est numéro 1, bon, je crois que c'est avant Get You to Die Train de 50, je sais plus si c'est avant ou après, mais il arrive numéro 1, je crois que c'était avant, parce que Get You to Die Train, après, c'était un raz-de-marée. Et il faut savoir que c'était une période un petit peu compliquée, on va dire, parce que voilà, DMX, aller-retour prison, vu que aussi, malheureusement, la drogue l'a beaucoup affecté, il faisait des allers-retours en désintox, et même je suis pas sûr à 100%, mais apparemment,
apparemment, ouais, ça lui arrivait d'être drogué durant le tournage de Cradle to the Grave, tu vois. Il y a une espèce de rumeur comme quoi il arrivait tous les jours en retard. Et ça me fait assez délirer. C'est pas très pro. Après, comment dire, on sait qu'il a eu une vie assez difficile quand même. Enfin, ça s'entend hein, dans ses musiques. C'est aussi pour ça qu'il a eu une carrière. Moi, je compare souvent DMX à une espèce d'étoile filante, mais parce que avec le côté magnifique que ça a, mais aussi avec l'éphémérité que ça a. C'est vraiment un grand dommage. J'aurais surkiffé que il continue sur la lancée de Grand Champ. Il va faire des bons titres après, Lord Give Me a Sign, etc. Mais ouais, je pense que son pic, en tout cas, c'est 2003. Quoi. Je sais pas si je dois dire 3 même, parce que quand il est arrivé, déjà c'était chaud. Sa plus grosse vente, c'est son 3e album, dont j'arrive jamais à dire le titre, mais c'est celui où il y a What These Bitches Want, tu vois. Avec ses squads et droïdes. Ouais. Je vais pas faire l'affront de répéter le titre de l'album. Et puis, il y a eu Grand Champ bizarrement, parce que, et ce qui est marrant, c'est que souvent cet album, enfin, It's Hot and Hell is Hot, le podium, souvent ça se bat avec Grand Champ, tu vois. Il y en a, leur préféré c'est Grand Champ, il y en a c'est It's Dark and Hell is Hot, alors que vraiment Grand Champ, on va dire, c'est le dernier excellent album de DMX, tu vois. Je crois qu'il n'y a pas un titre à jeter. Après ça, c'est un débat qu'on n'aura pas ici parce qu'on va pas parler des albums, tu vois. Mais ouais, le débat est pas honteux. On en avait un peu parlé en off. Voilà, c'est comme tu disais, c'est peut-être pas le plus grand lyriciste, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une prestance vocale qui est impressionnante. Il a une énergie, c'est un écorché vif, donc niveau émotion, t'en as pour ton argent, quoi. Exactement, et c'est rigolo parce que du coup, on retrouve un peu ça dans Sursis. Du coup, en revoyant le film, moi j'ai grandi avec un peu comme toi, tu vois, sauf que je l'avais eu en DVD très vite. Je l'avais fait louer par mon père dans un Vidéo Futur à l'époque. Et c'est typiquement en plus les films de Vidéo Futur, hein, les films d'action de ce genre. Je me rappelle avoir été omnibulé et vraiment impressionné par ce mec dans ce film. Et là, c'est vrai que quand je l'ai revu avec plus de bouteilles, etc., il joue un peu mal. Tu vois, il joue un peu mal dans le film, mais putain, il a un charisme de Chobard. Vraiment, son charisme fait 90% du travail, en fait. Il a même pas à bien jouer. Non, mais ouais, c'est vrai que sa filmographie, bon, je pense que là, c'est le premier épisode, mais vu la filmographie qu'il a, je pense qu'on a au moins 12 épisodes à parler de DMX. Mais ouais, je pense que celui-là, avec Never Die Alone... Oui, ouais, Never Die Alone. Et bon, Belly, après, c'est un plaisir coupable, mais ouais, je pense que c'est les 2-3 meilleurs films de sa filmo, quoi. Parce qu'après, il a fait des trucs aussi, c'est un peu compliqué. Ouais, surtout sur la fin, hein. Il a fait une espèce de clone de Fast and Furious qui était assez naze. Mais c'est Never Die Alone, il nous faudra 3 heures pour en parler. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre en plus que, pour le coup, dans ce film, il est particulièrement bien dirigé, du coup il joue extrêmement bien. Et je pense que c'est aussi le rôle qui va avec. Il joue une espèce de thug, du coup ça lui va bien. Là, dans Sursis, bon, il est obligé de à la fois jouer le thug, mais en même temps aussi il joue le père de famille, très dans la foi, très spirituel, ce qui lui va très bien en plus. Ouais, mais tu sais, ce qui est entre guillemets marrant, c'est que même jusqu'au nom, quoi, parce que Fate, tu as un H devant, ça fait Faith, donc la foi, tu vois. Clairement, je pense que c'est pas anodin. Je pense qu'il a eu une part, en tout cas, si ce n'est dans l'écriture, en tout cas, le film est dirigé pour que ce soit un véhicule à DMX, en fait. Ah non, mais c'est clairement limite une pub, quoi, parce que, bon, on va en parler tout à l'heure de Jet Li, même dans pas longtemps, je pense, mais vraiment, limite, Jet Li, il est là, les mains dans les poches, et c'est DMX, il fait tout le taf, quoi, en vrai de vrai. Hein. Il est littéralement toujours une main dans une poche, on dirait Jamel Debbouze, parfois, ça est assez drôle. Première fois tu vois Jet Li, il fait quoi? Un truc à la Yamakasi. Il descend l'immeuble par le balcon, quoi, par la balustrade, jusqu'à arriver à l'étage où il va arriver. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi tu prends pas l'escalier ou l'ascenseur, quoi. Mais bon, après. C'est explicité après dans le film. Je sais pas si tu te rappelles, mais en gros, DMX, il arrive à l'appart du bad boy là, grâce à une clé spéciale. Donc, tu vois, je pense que, enfin, en tout cas,
c'est expliqué après. Mais c'est vrai que c'était cette intro de Jet Li qui se lâche d'étage en étage. En plus, il y a des gros plans larges, donc tu vois pas de grue qui pourrait tirer les fils ou ce genre de choses. Je sais pas comment la scène elle était tournée, mais ça impose direct. Ah, mais là, je pense que même Tom Cruise, après, il avait fait en plus MI2. Je pense que même lui, il a dû s'arracher les couilles, quoi. Vraiment, c'est une scène surréaliste, quoi. Et en plus, il arrive dans l'appartement, direct, une main dans les poches, balayette, gifle, la totale, quoi. Ouais, et en plus, j'adore ce film, en vrai, parce que Jet Li, il fait que mettre des tatanes à tout le monde. Genre, Dragon, après, il va prendre cher. Ouais, et en plus, il prend une barre de fer, Dragon, et il arrive quand même à se faire maîtriser. Jet Li, il prend la barre. Parfois, j'ai même mis ralenti pour savoir comment il est arrivé à prendre le sac alors qu'il a mis en bandoulière, quoi. Ouais. Et bon, ça vient aussi du montage. Le montage va ultra vite. Mais bon, après, je pense que là, on peut y aller sur Jet Li, quoi. Bah, je pense qu'on a assez bien résumé. C'est quelqu'un qui avait une carrière déjà très bien établie à Hong Kong, qui arrive aux États-Unis parce que il a des capacités physiques qui sont évidentes pour un film d'action. En plus, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Corey Yuen, le chorégraphe de En Sursis. Tout à fait, ouais. Voilà, il y a une espèce de continuité logique. En fait, c'est une nouvelle invasion de Hong Kong aux États-Unis et Hollywood a toujours fait ça. Ils sont allés chercher les meilleurs là-bas pour essayer d'en faire, si ce n'est des stars chez eux, en tout cas les utiliser pour leur propre business. Et en vrai, ça a plutôt bien fonctionné, je pense, jusqu'à... Pour moi, le meilleur, c'est entre Chasse à l'homme et Volte-Face avec John Woo, quoi. Pour moi, c'est le pinacle d'un Hongkongais qui arrive aux États-Unis pour faire un bail, quoi. Après, il va faire beaucoup de films assez bas du front, mais que moi, je défends toujours. Par exemple, avant En Sursis, il y a eu The One. Ah, j'étais sûr que t'allais en parler. Je le sentais. Je suis obligé. Tu me mets un film où il y a 2 Jet Li, mec. Et en plus, j'ai remarqué, mais il y a beaucoup de films Jet Li, Jason Statham. Hein. Oui, aussi. Du coup, dans The One, il y a déjà Statham. Après, il y aura Rogue. Tu peux compter les Expendables, ça fait au moins 4 ou 5 films. Jason Statham, Jet Li. Sachant que Corey Yuen aussi, il est là, donc c'est un trio en vrai. Oui. Il y a une espèce d'émulsion de talent qui arrive sur Hollywood. Pas pour faire que des bons films. Corey Yuen, il a quand même fait des Dead or Alive. Hein. faut pas l'oublier, quoi. C'est facile, c'est une ambulance facile à tirer, tu vois, c'est sûr. Mais bon, il a quand même une carrière derrière en tant que chorégraphe qui est vraiment exceptionnelle aussi. Ouais, on peut pas lui enlever, ouais. C'est excusable. Voilà, ces faux pas sont excusables, je dirais. En tout cas, parce que dans la même année, ou l'année d'avant, je sais plus, il y a Jet Li joue dans un autre film hongkongais qui s'appelle Hero, je sais pas si tu l'as vu. Oui, Hero, qui est une grande fresque épique à la chinoise, hein, pour le coup. Et au niveau des chorégraphies, il y a même pas photo, quoi. C'est autre chose. Ah, c'est clairement autre chose, là. Là, franchement, parce que c'est vrai, on est là, on parle de tout le Grave, c'est marrant, etc. Mais si vous voulez vraiment voir Jet Li dans la même période, hein, comment il est au niveau des combats, allez voir Hero, hein. Il y a même pas à chier, quoi. Après, moi j'ai quand même cette préférence pour Fist of Legend. T'as aussi Black Mask qui est sympa. Il était une fois en Chine. Il était une fois en Chine, Swordsman 2, on peut y aller. Hein. Ouais, les Taichi Master, etc. Enfin, il a une pléthore de films avant ça qui sont plus ou moins bien que En Sursis. Après, ça dépend des goûts aussi. Mais En Sursis, je trouve que, pareil, tu vois, c'est un peu aussi... je disais que c'était un peu le pic de DMX. C'est aussi un espèce de pic pour Jet Li. Parce que, en vrai, tu compares au reste, parce que il y a Hollywood hein, qui prend le talent de Jet Li, mais chez nous aussi, avec EuropaCorp, on va s'en servir, avec le baiser mortel du dragon, avec Danny the Dog, comme tu l'évoquais. Et bon, clairement, c'est d'un autre niveau aussi, quoi. Oh, qu'est-ce que tu fous, là? Ouais, hein, je désinfecte. Me dis pas que t'as pas eu la circulaire. Quelle circulaire? Ça me fout carrément la haine, ce genre de plan merdeux. J'essaie de gagner honnêtement ma vie, je travaille. Tu sais quoi? On va pas se fâcher pour ça. Si t'avais reçu la circulaire, tu serais au courant que la ville a sorti un nouveau décret qui dit que je dois désinfecter toutes les boîtes qui travaillent avec des étrangers. Ah ouais? Et pourquoi? Parce que les étrangers ramènent sur eux plein de bestioles énormes et terrifiantes. Elles débarquent dans leurs valoches. Et mon boulot, c'est de me pointer afin de prévenir d'éventuelles infestations et contaminations. Je sais pas quoi dire après cet extrait, vraiment. Et là, on en a pléthore, hein, vraiment, de moments un peu, voilà, quoi, un peu limite. J'aime bien cette scène. Et en vrai, j'aime toutes les scènes où il y a Anthony Anderson.
j'ai un truc avec cet acteur parce que je le trouve vraiment excellent dans la comédie. C'est un excellent sidekick. Tu aurais pu mettre aussi son intro de personnage où en fait il joue le chauffeur dans le braquage et ils doivent échanger de rôle avec Gabrielle Union parce qu'en fait ils doivent passer grâce à elle pour faire le braquage et elle doit séduire le mec à l'accueil. Mais attends, pause, parce qu'il faut préciser un truc. Un mec de la sécurité qui a un magazine porno en pleine journée sur son lieu de travail, quoi. C'est du jamais vu. C'est vrai. Bon, c'est la facilité scénaristique et cinématographique, hein. C'est juste pour expliciter la blague, je suppose. Si elle voit pas ce magazine, elle sait pas que, en fait, spoiler, il est gay. Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé Anthony Anderson faire du flirt avec lui. Et il est tellement bon dans cette scène. Il me fait mourir de rire à chaque fois. Franchement, on rigole, mais soyons sincères. C'est clairement homophobe aussi. Non, moi, je suis pas d'homo. Moi, je me suis toujours pas remis 20 ans après de l'histoire qu'il arrive à faire un nœud. Hein. Je me suis dit, mais pourquoi tu dis des trucs pareils, frère? C'est vrai, c'est exagéré, vraiment, c'est les années 2000, hein. C'est un film qui est daté, c'est sûr, et bon, perso, ça me fait mourir de rire, et tu vois, c'est rigolo, tu as mis l'extrait en VF, que je trouve excellente. Enfin, tu préfères le regarder en VO ou en VF, toi? Parce que bon, la voix de DMX est quand même assez unique, et on va dire que bon, c'est vrai que la VF est très bonne, mais elle rend pas assez hommage à son charisme vocal, quoi. Je l'ai jamais vu en VO. D'accord. Je l'ai jamais vu en VO. Oh, et le pire, c'est que je viens de savoir il y a pas longtemps qu'il est dispo sur Netflix. Oui, et il disparaît le 30 septembre, donc je sais pas si l'épisode il sortira à temps pour que les gens foncent sur Netflix le voir. On donnera des liens de nos crèmeries. Venez nous voir sur Twitter. Et bon, on n'a pas parlé de Marc Dacascos. Qui est ce monsieur? C'est mon héros, j'avoue, c'est un de mes héros de cinéma. J'ai grandi avec lui aussi, mais plus du coup dans les années 90. Évidemment. Marc Dacascos, j'ai une relation très spéciale avec lui. Et en plus, c'est drôle parce que du coup, moi, Marc Dacascos, comment je l'ai connu, c'est à travers The Crow, mais la série, où du coup, il jouait le rôle principal. Et du coup, la série, tu sais, elle était adaptée du film avec Brandon Lee, qui était mort sur le tournage. Donc tu vois, quand même, on reste toujours sur cette espèce d'héritage. Et Marc Dacascos, il est surtout connu pour être un capoeiriste. Il fait surtout de la capoeira, en vrai. Lisa Strong, avec Banana Way et tout ça. Et bon, ça aussi, c'est un film culte des années 90. Marc Dacascos, il a une carrière en dents de scie. Il a jamais réussi à imposer son talent, si ce n'est dans Le Pacte des Loups. Moi, je crois que tu allais me parler de Crying Freeman. Si, bah oui, effectivement. Il y a Crying Freeman avant, mais bon, Crying Freeman, en vrai, il va avoir un petit succès comparé au Pacte des Loups. Ouais, parce que c'est devenu très culte, en tout cas, on va dire culte Après, positivement aux États-Unis et négativement en France, alors que c'est un film français. Alors que c'est un film réalisé par un Français, Christopher Gans. J'avoue, Crying Freeman, je l'ai rattrapé un peu après. D'ailleurs, je pense que je l'ai rattrapé après en sursis, pour le coup. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est le rôle principal dedans, qu'il est exceptionnel. Il a cette espèce de tragédie, tu sais, cette espèce de fragilité, en fait, à l'intérieur de lui quand il joue. Et je pense que malheureusement, ça l'a un peu desservi pour avoir des rôles un peu badass. Et du coup, vu quand même qu'on aime les héros avec un peu de charisme et un peu de badassitude, je pense qu'il a pas trop trouvé sa place. Il a fait un film qui s'appelle ADN, la menace, dans les années 90, qui pareil, un truc que tu vois sur M6 le soir, tu vois. Pour te dire, en gros, c'est une espèce de mélange de Jurassic Park, Predator, tu vois. Il y a quelques films comme ça qui sont plagiés. On va pas se mentir, les décors ressemblent de fou. Genre la menace extraterrestre, la bête, elle a une espèce de camouflage optique. Du coup, tu sais, de temps en temps, elle se rend transparente et tout, exactement comme dans Predator. Mais moi, tu me fous un alien et tu me fous Marc Dacascos dans une forêt amazonienne pour le démonter sa race, ça me fait kiffer de fou, tu vois. Donc je suis pas très objectif sur Marc Dacascos. En fait, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration, qui a su captiver, tu vois, ma passion. Et je sais pas si c'est pareil pour toi. Niveau capacité art martial, moi je trouve quand même sacrément bon, tu vois. Après, je suis pas non plus un expert, donc voilà, je vais pas vous mentir non plus. Mais moi, des quelques films que j'ai vus, et même séries, parce qu'il était aussi dans Hawaii Five-O, bref, j'ai regardé ça quand ça passait sur M6, quoi, mais sans non plus trop prêter d'attention. Mais non, ça va, franchement, on va dire que c'est un bon acteur, quoi. J'ai pas vu une dizaine de films de lui, mais les quelques fois où je l'ai vu apparaître, non, il est vraiment... Moi, je le trouve plutôt pas mal, quoi. Il est correct, quoi. C'est pas le plus charismatique, c'est pas le plus fort en arts martiaux, mais il dégage quelque chose, en fait.
Et ce quelque chose, il a été très rarement très bien utilisé, et je pense que Christophe Gans est celui qui a su le mieux utiliser ses capacités. Et c'est lui qui a toujours su utiliser cette espèce de fragilité qu'il a, que ce soit dans Craig Freeman ou dans le Pacte des Loups. En plus, dans le Pacte des Loups, du coup, il joue un Amérindien, mais il dégage comme DMX, c'est rigolo, mais il dégage la même spiritualité, presque. Je sais pas si, je crois, on reparlera quand même de Marc Dacascos dans un autre épisode, on va pas vous spoiler non plus, mais il a eu une connexion avec un autre rappeur. Dans En Sursis, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'il fait un bad guy excellent. Il fait peur. Ouais, ça se voit que c'est vraiment un salopard. Voilà, c'est ça. Et c'est rigolo parce qu'il va pas en avoir 10 000 des rôles de salopard. Il a aucune fragilité ni rien. Tu sens que le mec, s'il peut tuer une gamine, il va tuer une gamine. Et ça marche bien. Je peux te dire que dans l'autre film, comme j'ai dit, je peux spoilerer par le nom, c'est encore pire. Ah, bah, on va se régaler du coup. Ah là, je pense que, ouais, on va se mettre bien. Enfin, à part toi, parce que t'es du côté de la loi, mais nous autres, faut qu'on reste branchés. Et un blanc, ça peut être très pratique de temps en temps, quand on veut braquer un country club ou alors quand on a besoin de héler un taxi, non? Alors, question pourcentage, on dit quoi? 0. C'est mesquin. Bon, j'ai quand même quelques petites anecdotes. Savais-tu déjà qu'à la base des bases, ça devait être Steven Seagal à la place de Jet Li? On a déjà vu ce que ça donnait. Hein. On peut pas en parler parce que c'est pas le sujet du podcast d'aujourd'hui. Mais bon, en limite, s'il a pas la réputation d'en sursis, c'est pas pour rien non plus, quoi. Ouais, mais après, le truc, c'est qu'il était pas là juste parce qu'avec DMX, ça s'est mal passé, quoi. DMX, il dit, vas-y, il me cassait les couilles, vas-y, c'est bon, prenez un autre. Et l'autre acteur qui devait prendre le rôle de Jet Li, c'était Arnold Schwarzenegger. Là, ça aurait donné quelque chose d'assez sympa, parce que En Sursis a cette espèce de côté buddy movie un petit peu. Bah, c'est clairement après Rush Hour, hein, le duo là. Voilà, t'as dit les termes. Oui, après Rush Hour, donc Chris Tucker et Jackie Chan, ben, c'est un peu la version un peu badass de Rush Hour. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir, et est-ce que ça serait pas mieux que Rush Hour, sincèrement? Je vous laisserai en débattre dans les commentaires. Je ne veux pas prendre de risque à faire des hot takes comme ça. Écoute, moi je la fais. Venez me chercher un commentaire ou sur Twitter. Mais bon, j'adore Jackie Chan et encore plus, je pense, Chris Tucker, tu vois. Mais en termes d'action, putain, En Sursis tellement bien plus généreux. On va parler de nos scènes préférées plus tard, mais moi la scène de quad, elle me fait toujours rêver, quoi. En plus, enfin, c'est Rough Rider, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. Après, je pense aussi qu'en termes de asianophobie, tu prends Rush Hour 2 et celui-là, il y a bagarre. Hein. Il y a bagarre sur le racisme anti-asiat, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, autre anecdote, à la base, ça devait être Ali à la place de Gabrielle Union. Elle a disparu, elle devait être dans plein de films, Matrix. Aussi, apparemment, elle devait être dans A Star is Born. Il devait sortir 10 ans avant, mais avec Jamie Foxx et Alia. Mais bon, Alia est décédée, donc ça c'est pas fait. Alia, de toute façon, rien que sa mort déjà de base, c'est tragique, mais en plus, elle était sur une pente en termes de carrière où elle allait prendre une place énorme, je pense, dans la culture. Ça avait commencé avec la Reine des Damnés. C'est ça, exactement. Et pour faire un lien avec Gabrielle Union, la scène du striptease. Michel Jace, celui qui jouait l'officier Julian Law dans The Shield. Et il est tombé, pourquoi? Pour avoir assassiné sa femme en 2014. Voilà. D'accord. Et maintenant, quand tu regardes en 2022 la scène, je peux te dire que t'as des frissons dans le dos. Hein. Tu m'apprends ça. Je sais pas si tu as un peu remarqué par rapport à comment c'est filmé, etc. Mais en gros, Gabrielle Union, quand elle a signé pour le script de 1 sur 6, cette scène n'existait pas. Ah bah justement, là tu me tends une perche. À la base des bases, elle était même pas au courant qu'elle devait faire cette scène. Ouais. Et là, c'est chaud, on tombe dans les travers d'Hollywood et avec la sexualisation des femmes. C'est Gabrielle Union est vraiment sexualisée, mais à la mort dans ce film, quoi. Juste, le film, ça fait même pas 10 minutes qu'il a commencé. La scène du train, là, oui. Quand DMX reluxe sa poitrine. Quand t'es gamin, tu rigoles, mais quand tu revois ça adulte... Mais d'ailleurs, Gabrielle Union, elle regrette un peu d'avoir participé à ce film. Surtout la scène de striptease, elle a accepté parce que voilà, mais des années plus tard, elle a dit qu'elle regrette, quoi. Surtout qu'elle s'est rapprochée du catholicisme et tout.
voilà quoi, ça la fout mal pour Mais elle. ça se voit parce que tu sais, à un moment, elle se met seins nus et il y a aucun plan de ses seins. En fait, ça aurait été fait de bon cœur, je pense qu'on les aurait vus. Tu vois, c'est typiquement le genre de film à avoir un boob shot. Et le fait que ça soit pas montré, je pense que ça montre de suite les limites, en gros. Et même, tu sais, en termes de sous-vêtements, elle porte une espèce de shorty, tu vois, elle porte pas un string de stripteaseuse non plus. Donc, ouais, la scène, en vrai, comment elle est tournée et tout, tu sens que déjà, il y avait un espèce de malaise. Non, il y a un malaise que tu le ressens dans la scène. Pour le coup, ça marche bien parce que il y a le passé du personnage qui rentre en jeu, parce que tu comprends que c'est une ancienne prostituée qui avait un Mac, qui est donc Chambers. Elle est censée pas être à l'aise. Elle est censée être en plus en danger et tout, parce qu'il y a un braquage qui se passe en même temps. Donc bon, ça sert le film d'une façon assez malsaine, en vrai, tout ça. C'est un peu chelou parce qu'elle fait cette scène de striptease, mais si tu remarques dans le film, elle est en couple avec DMX et pas un seul moment il y a un baiser. Ouais. Je sais pas si c'est un couple, mais c'est vrai qu'ils ont une relation assez... c'est un peu plus que fraternelle, quoi. Tu sens, de toute façon, rien qu'avec ce plan où il reluque ses nichons, tu sens que... Et même la scène d'après, quand ils se retrouvent dans la baraque de DMX, tu les vois qu'il y a de la tendresse, etc. Il y a des gestes affectueux, quoi. Ouais. Après, bon, comme on comprend dans le film, apparemment, il a sauvé de la rue. Comment c'est tourné avec la discussion avec Chambers dans la prison et tout, tu sens que, voilà, DMX, il a un peu volé la prostituée au Mac, quoi. Pour en faire une braqueuse, en plus. Mais je trouve qu'elle a trop de style. Et c'est con qu'ils aient passé ça dans la prod et qu'ils l'ont arnaqué sur ce côté. Elle brille, en tout cas, dans le film. Mis à part cette scène-là, elle a d'autres bonnes scènes où elle est badass. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, bon, pour rajouter une anecdote en plus, pour toujours cette scène de striptease, le son qu'il passe, c'est l'un des rares sons qui n'est pas dans la soundtrack. C'est Nigga Please. Bon, vous savez, je suis noir, donc moi j'ai le droit de dire le N-word. Désolé à mes frères Whiteos, comme dirait Manuel Valls. Bah, c'est avec Jay-Z et Young Chris, Nigga Please. Et en plus, en parlant justement de Whiteos, mais la cellule de Chambers, elle est assez grande. Hein. Tu sens que le mec, il dirige la prison. Ah, mais pour moi, c'est la cellule de Balkany. Hein. Franchement, je pense qu'il ressort de là-bas. Même le quoi. flic, même tu sais, le garde de prison, j'adore cette réplique où, tu sais, le flic, il lui apporte ses magazines à Chambers, et t'as Chambers, il s'énerve, il fait « Oh, en fait, mon lecteur DVD marche plus, hein. » Et t'as le gardien qui fait « Ah, je vous en apporte un tout de suite, mais tout mielleux et tout. » Tu fais « Lui, il est en prison, là? Sérieux ?» Franchement, ça, c'est la prison. Si Sarkozy, béton, il y est. Hein. Après, j'aime bien, parce que du coup, ça donne une espèce d'importance au personnage. Tu sens de suite que, ouais, c'est le king de la rue et tout ça. Bon, après, tu le vois 2 fois, donc... Et la deuxième fois, bah... il tombe face à Marc Dacascos, il fait un peu trop le Mac, et Marc Dacascos, on lui fait pas, quoi. D'ailleurs, je crois, la mort de l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, là, le sous-fifre de Chambers, sa mort, c'est top 10 des meilleures morts des films des années 2000. Hein. Le Moog, il se mange une pince de homard dans le cou, quoi. Il s'agit que sa mère et tout, c'est horrible. En plus, mais juste avant, il s'est mangé un high kick de la part de Jet Li, il prend cher, le mec, il est là juste pour prendre cher. Et pour changer de sujet, mais enfin presque pas, est-ce que tu sais, moi, là que j'ai revu le film, je sais pas, il y a une espèce de vibe à la GTA San Andreas. Oui, totalement. Tu vois, du coup que ça se passe à LA, il y a des décors et tout, même tu sais, les bracos, comme ils sont tournés, parce qu'il y en a 2 au final dans le film. Il y a le tout premier qui commence le long métrage, et après t'as le braco dans le club de Chambers, justement. Et putain, ça sent la mission GTA à balle, tu vois. De fou furieux. Par contre, après, c'est l'un des petits regrets que j'ai du film, c'est que j'ai l'impression que c'est un Los Angeles vu par des New-Yorkais, quoi. Bon, après, on va en parler avec la soundtrack ultérieurement, mais vraiment, tu vois, c'est pas Training Day, quoi. Training Day, Oui, ça pue le LA, même quand il est dans les quartiers hors des projects, quoi. Alors que là, c'est vraiment un Los Angeles, mais moi, tu me dis c'est Miami, pour moi, c'est pareil, en fait, tu vois. On n'y connaît pas la ville. Même dans les accoutrements, il y a par scène rap, tu vois, même au niveau vestimentaire, pas que du son, même au niveau vestimentaire, il y a des codes. Et là, c'est vraiment des codes, mais de ça, pas la new-yorkaise, quoi. On dirait vraiment la vision new-yorkaise de Los Angeles. Tellement que j'ai remarqué il y a pas si longtemps qu'il se passait à LA, tu vois. Pour moi, c'était Miami, comment le soleil tape, etc. Pour moi, c'était vraiment vrai. Miami. Surtout que, c'est vrai. pour faire le lien un peu, vu que DMX, il était souvent à Miami, moi, je me suis dit, c'était raccord, quoi. Mais ouais, je pense que c'est un choix de réal, et pourtant, le réal,
on en a pas trop parlé, Andrei Bartkowiak. Si tu écorches les noms comme ça, on va sauter. Écoute, c'est un nom difficile, vous irez voir l'orthographe sur internet, mais il a participé à, pour moi, l'un des meilleurs films qui filme Los Angeles, en termes d'action, je parle, c'est Speed. C'était le directeur de la photographie de Speed, et tu vois, c'est ça aussi qui me fait délirer, c'est que tu ressens énormément de ça sur l'intro avec la scène du métro, du coup, où t'as DMX et Gabriel Union, tu vois, qui sont sur la rame de métro, et le truc qui file à toute allure et tout. C'est vraiment la fin de Speed, et c'est ça qui me fait kiffer dans ce film, c'est que ça commence comme la fin de Speed, et après, tu es lancé dans une espèce de course contre la montre où DMX il doit aller à fond pour retrouver sa fille, il y a l'histoire des pierres entre-temps, t'as Jimmy l'histoire en fait, t'as plein de personnages, parce qu'on en a pas parlé, mais t'as Tom Arnold aussi qui joue un espèce de vendeur-receleur d'armes chelou, raciste. Je pense que c'est lui qui a vendu des tanks à Master P. On est d'accord. Dès que tu le vois, il conduit un tank et il veut le bicrave à DMX, quoi. C'est son objectif. Il veut qu'à un moment, le tank rentre en jeu. Il est en mode, ouais, avec ça, t'es le king de la rue et tout. Mais, mes frères, mais qui c'est qui va aller se balader en tank? Tu dois à Long Beach avec un tank. Et après, comme t'as dit, c'est le plus raciste. Jack Anthony Anderson, déjà, c'est un sacré niveau, mais lui, faut qu'on en parle, écoutez ça. Comment vous le reconnaîtrez ? J'ai pas vu son visage, mais c'est pas grave, de toute façon, ils se ressemblent tous, tu piges, pareil que vous autres Chinois. En gros, pour lui, tous les Noirs se ressemblent et tous les Chinois se ressemblent. Je sais pas comment le prendre, mais... Écoute, il y a même une vanne, elle me fait à moitié rire et à moitié cringer, mais t'as une vanne sur le racisme anti-blanc. Toi, tu parles de la scène après qu'ils se sont fait tabasser, là ? Ouais, c'est ça. Où il sort un espèce de truc où en mode, mais ça, c'est du racisme anti-blanc. Et tu fais, mais frère, depuis le début du film, t'es raciste, qu'est-ce que tu parles ? Ah, mais par contre, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais au niveau racisme, tout le monde mange. Les Noirs, les Chinois, les Blancs, franchement, tout le monde est sur le même pied d'égalité, quoi. Je sais pas si ça en fait une qualité, mais au moins ça dédouane le reste. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est l'Amérique. L'Amérique, c'est raciste. Tu vois, il n'y a pas besoin de t'impliquer des heures là-dessus. Tout le monde le sait, c'est un pays raciste de base. Et du coup, que ça joue cette carte pour essayer de la détourner et en faire quelque chose un peu drôle. Ah, moi, je vais pas te mentir, ça passe parfois pas très bien. Mais bon, après... Malheureusement, il faut remettre dans le contexte de l'époque, quoi. Ouais. Par contre, je suis déçu, vu que tu parlais d'Andrei Bartkowiak, je pensais que tu allais parler de Doom. Oui, bah ça c'est après, ça arrive après Doom. C'est... Bon, parce que moi je l'ai vu il y a des années. Est-ce que c'est un bon film ? Je pense pas. Par contre, on peut dire que c'est l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo au cinéma. Bon, il y a Sonic 2, hein, donc qui l'a détrôné, mais voilà quoi. On pouvait dire que dans les années 2000, c'était lui quoi. Ouais, je sais pas, je t'avoue, j'aime pas trop Doom. Je trouve que c'est un des pires rôles de The Rock. Et en vrai, tu vois, tu me dis film Doom, tu vois, j'ai envie de te répondre Ghost of Mars, en plus avec Ice Cube, tu vois, et Jason Statham. On va en parler de ce film, t'inquiète pas, il est dans la liste. On va faire un petit comparatif, Doom, déjà il y a pas Ice Cube, tu vois. Pour moi, c'est moins 10 points. Mais ouais, Bartkowiak, à part cette trilogie Roméo doit mourir hors limite et en sursis, il va faire Doom après, 2 ans plus tard. Ça va pas trop bien marcher. Les critiques vont le défoncer. Il va faire Street Fighter Legend of Chun-Li. Je pense que celui-là, il y a même pas besoin d'en parler. Quitte à regarder une adaptation de Street Fighter, autant regarder celui avec Van Damme. Donc, ouais, c'est qu'en tant que réalisateur, il a pas une grosse carrière. C'est un mec, voilà, il est très bon pour la photographie, et je pense qu'on peut dire aussi ça en sursis, la photographie est nickel. J'allais te lancer dessus là, parle-nous de Darin Okada. Attends, gros, parce que je me suis pas renseigné sur ça. Qui a photographié l'un des au moins top 3 films de stoner de tous les temps. Ah, c'est lui qui a la photographie d'Harold et Kumar. Tu me l'apprends. Bravo à toi, t'as fait le taf que j'ai pas eu le temps de faire. GG. Ah bah c'est un lien qui fait que je vais encore plus kiffer en sursis maintenant que je le sais. Ah, on est professionnels. Bon, j'allais pas te parler de Halloween 20 ans plus tard ou de Dr. Dolittle 2. Juste Harold et Kumar. Mais génie, mec. Hiroshima. 2 fois Hiroshima. Un nouvel ordre
mondial. Bon, bah, je pense que maintenant, on peut donner nos avis sur le film et je te laisse commencer. Écoute, franchement, là que je l'ai revu, malgré tous les défauts qu'on a évoqués, malgré tous les aspects qui datent le film, tu vois, dans une époque très précise, bah, je le kiffe, tu vois, je le kiffe, j'y trouve des qualités vraiment... propre à lui et à son univers, tu vois. On a à peine comme on a parlé de la photographie, mais la photographie, tu vois, elle a une espèce d'esthétique, surtout sur le dernier tiers, tu vois, pour rebondir sur l'extrait que t'as mis, avec ces espèces, tu vois, de riches qui débarquent de partout, de toutes origines et tout, ces lasers verts, les lunettes, c'est Goldé qui a envoyé des lasers verts de partout. Il y a une espèce d'esthétique du complot. En plus, ils mettent le pied dedans, tu vois, directement en citant le nouvel ordre mondial, etc. Je trouve ça fou. Tu sais, ça donne une espèce de truc futuriste d'un coup dans un film qui était pourtant très thug, tu sais, très terre à terre en fait tout le long du film, et il évolue vers quelque chose de épique sur la fin. Le début du film, c'est juste un mec, il va braquer des bijoux et ça finit par en fait les mecs, tu vois, genre ils allaient faire des bombes nucléaires avec, les vendre, presque détruire le monde. Tu vois, le film il se finit, DMX il a sauvé le monde. Et c'est ce que dit littéralement Anthony Anderson à la fin. Mais par contre, justement, parce que, bon, là, j'ai oublié de le dire dès le début du podcast, on va spoiler. Je crois que c'est trop tard, quoi. Ouais, c'est trop tard de toute façon. Là, c'est le post-mortem, quoi. C'est le médecin avant la mort. Et on n'a pas précisé que les pierres noires qu'il cherche là, c'est du plutonium de poche. Non, c'est de l'uranium de poche. Mais c'est complètement fou, en vrai. Quand il pense, t'as un petit caillou de quoi, de même pas 1,5 cm que tu fous dans ta poche, c'est de l'uranium, quoi. Bon, après, il est pas enrichi, mais ça reste de l'uranium. Ça veut dire que ça se trouve, il y a un mec qui a ça, il se balade dans la ville. C'est littéralement le mec qui peut faire exploser la planète, mais ça se trouve, tu vas le croiser au Starbucks, quoi. Et en plus, si on doit parler de la mort de Marc Dacascos, bon, après un combat, je sais pas comment toi tu le trouves, mais la mort de Marc Dacascos, techniquement, normalement, Jet Li meurt aussi. Parce qu'il est normalement, lui aussi, il est radié. Ouais, clairement. Mais cinéma, mec, magie, faut oublier, tu vois. Ce qui est important, c'est qu'il meurt à la Mortal Kombat, tu vois, c'est une fatality. Tu vois, Jet Li, il lui met une patate dans la glotte avec... Tu sais, d'abord, il lui fait avaler l'uranium enrichi qui est déjà encapsulé, et il lui met une patate dans la glotte, et là, il fond de l'intérieur, le mec. Ouais, je kiffe ce dernier combat final. En plus, il y a ce truc trop drôle où il y a évidemment, tu sais, une espèce de bouche à incendie ou une canalisation qui a pété, du coup, tu sais, ça pleut, mais en même temps qu'il y a de la pluie, il y a un cercle de feu qui maintient les deux combattants au milieu et tout. C'est peut-être un peu mal monté, en plus c'est assez desservi parce qu'il se passe 2 autres combats en même temps. T'as Jet Li, Marc Dacascos. Gabrielle Union, c'est juste elle fait tournoyer sa veste, quoi. Je m'attends. Elle avait un Uzi. Du cinéma, gros, du cinéma. C'est ce que je disais, il faut la rendre badass. Elle est badass, Gabrielle. Qu'est-ce que tu veux? Ça marche. En vrai de vrai, elle est badass, mais c'est pas non plus... Ah, c'est exagéré. Fallait un combat de meuf, ils ont fait un combat de meuf. Combat de meuf, de toute façon, ça c'est typique des années 90-2000 aussi. Hein. En fait, ça c'est vraiment le film des années 2000. Il coche toutes les cases, quoi. C'est vrai. Du racisme. Combat de meuf. Des cercles de feu. J'aime bien quand même le combat de DMX avec l'espèce de Golgoth là qui veut choper sa fille. Parce que sa fille elle est en train de s'enfuir et tout. Il y a une espèce d'homme de main qui lui court après. Qui a pris cher tout le film en plus. Mais j'adore la punchline de fin. Wrong daughter. And definitely the wrong father. Tu vois. Il le sort avec tellement d'envie avec sa voix là. C'est une phrase débile. Mais comment ça marche? On a oublié un autre truc qui coche les cases des films des années 2000 dès qu'il y a un asiatique. Le combat dans la cage. Je savais que t'allais en venir. Ah, et apparemment, encore une fois pour l'anecdote, à la base, il devait y avoir que 3-4 combattants contre qui Jet Li devait se battre. Et voilà, après, Andrew Bartowiak, il a dit, vas-y, envoyez tout le monde. Il se bat contre 15-20 mecs, alors qu'à la base, il devait 3-4. Il devait tout gérer, quoi. Franchement, je la kiffe, la scène. En plus, c'est cette scène qui montait en parallèle avec la poursuite de quad et tout. Ouais, mais ça, c'est un clip. Hein. Vraiment, tu peux pas faire plus clipesque que ça. En plus, il y a X-Gonna Give It To Ya sur cette scène. Tout à fait. Et d'ailleurs, qui est le morceau le plus streamé, enfin le single le plus streamé, le plus vendu de DMX. Celui-là, il passe partout. Dès que t'as un teaser avec un peu, il y a des motos, il y a des voitures, des je sais pas quoi, il y a un peu de baston, tu le mets. Dès qu'il y a un film, ça part en couille, tu le mets. Même il est passé dans Deadpool, quoi. Il est partout, c'est vraiment un succès. Et le pire, c'est que c'est dans un film, parce qu'on n'a pas parlé de budget, combien ça a rapporté, etc. Mais on parle d'un film à 25 millions.
millions, quoi. Un budget à la Marvel, quoi. Un truc à 25 millions, il y a un morceau qui se pense jusqu'à la mort de DMX, ça lui a apporté, on va dire, la SACEM à l'américaine, quoi. Tellement un carton qu'ils l'ont mis en bonus track dans l'album Grand Champ. Ce qui veut tout dire. En tout cas, c'est l'une des meilleures scènes de course-poursuite. Et ce qui est marrant, c'est que, vu que c'est à Los Angeles, course-poursuite, forcément, on sait à qui on doit penser. Et OJ, hein. J'ai dit, il se fout de notre gueule. Est-ce que OJ, tu vois, il était en quad sur les toits, à taper ses meilleurs sauts. La scène, elle est épique. Il rentre dans un building, il mange les escaliers, il ment tout. Moi, ce qui me fait délirer, c'est le petit, tu vois, le blanc, tu vois, qui est vénère en mode, on m'a piqué mon quad. Il prend une motocross, paf, il s'en bat les couilles des condés, il trace, il veut choper lui-même le voleur, tu vois, il veut faire sa justice lui-même. Il agrippe même la chemise, tu sais, la veste en cuir croco de DMX en mode, c'est mon quad. Et DMX, il lui a mis une petite tatane en mode. Et ça, c'est juste parce son quad n'est pas assuré, hein. Sinon, il serait pas en train de le poursuivre dans tout Los Angeles, quoi. Ben, écoute, moi, comme j'ai dit, je l'ai découvert il y a pratiquement une vingtaine d'années. Quand j'étais petit peu, franchement, je le kiffais. Et on va dire, parce que si on est sincère, il est pas très bon, le film. Hein. Mais tu passes pas un mauvais moment dessus, quoi. J'ai l'impression, en fait, chaque scène où DMX est à l'écran, je sais pas, ça me fait quelque chose, en fait. Et Jet Li aussi, pareil. Hein. À chaque fois que Jet Li ou DMX, ou quand il y a les deux, ils ont une scène ensemble, il se passe quelque chose, en fait. Je sais pas, tu peux pas te faire chier, en fait, devant ce film. En fait, les deux sont tellement monolithiques. Les deux n'ont même pas d'expression, quoi. Et même à un moment, justement, là, quand ils font un team-up pour défoncer les deux gars, là, qui poursuivaient DMX, même l'autre, là, DMX, il a commencé à courir sur un mur, etc., quoi. Et ils mettent un front kick aux deux bougs, quoi. Voilà, si je devais résumer le film, c'est ça. C'est deux mecs monolithiques qui, ils s'aiment pas, mais ils cassent des gueules, donc voilà, t'es content, quoi. T'as très bien résumé le film. Mais est-ce que ça suffit pas, tu vois, pour passer un bon moment en même temps, tu vois? En fait, le film, il est tellement généreux, il t'en envoie tout le temps, dès le début, t'as une bonne soundtrack. C'est pas les deux meilleurs acteurs du monde, Jet Li, c'est vrai que ça se voit que il galère avec l'anglais, tu vois. Oh, c'est clairement, je suis sûr, c'est du phonétique, hein. Là, faut pas se leurrer. Ouais, on dirait grave du phonétique. Mais bon, je sais pas, il y a Mark Dacascos, Gary Union, t'as Anthony Anderson. Anthony Anderson, c'est ouf, il est là, il vole la scène à chaque fois. Il vole même le climax comme un enfoiré, tu vois, qu'il débarque avec son tank. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais Anthony Anderson, c'est vraiment, on dirait, il est là, il fait son sketch, et puis voilà, quoi. En plus, il a quoi? Il a 2 scènes, il apparaît 4 fois dans le film, il y a 2 scènes, il est solo, quoi. Enfin, bon, après la deuxième scène, si, il y a le beau-père de Junior qui, voilà, quoi, qui doit ramener la Yaska à la maison, quoi, le Junior de Ma famille d'abord. Mais sinon, c'est que des sketchs, quoi. Ouais, mais bon, il en faut prendre le film un peu dynamique et tout, un peu drôle. Même Tom Arnold, là, c'est des sketchs aussi, hein. Bon, lui, il est clairement raciste, hein, mais c'est des sketchs, quoi. Franchement, hein, c'est un film, comme j'ai dit, c'est un plaisir coupable. Tu passes pas un mauvais moment devant, mais tu sais très bien qu'en 2022, ce film n'existe pas. Tu peux pas faire un film pareil, quoi. C'est trop transgressif. Alors que pour nous, pour l'époque, c'était normal, limite, ça passait crème. Mais aujourd'hui, tu peux pas sortir un film comme ça, c'est impossible. Après, il y a plein de trucs, tu vois, que dans le film, on voit plus aujourd'hui. Alors, mis à part tous ces défauts et tout que t'as cité, tu vois. Mais je sais pas, tu vois, genre les explosions de fin et tout, tu vois, que c'est pas des CGI, tu vois, ça explose pour de vrai. Ils ont vraiment fait péter des hélicoptères, ce genre de trucs. Même, tu vois, la course-poursuite avec le quad, bah, c'est du réel, c'est du réel de cinéma, tu vois. Sûrement que le quad, c'est pas DMX qui le conduit. Mais quand même, tu vois, t'as des scènes où le cascadeur, il le lève, tu vois, le quad. Ah, moi, moi, je me suis dit, si ça arrive dans mon bâtiment, je résilie le bail. Tu m'étonnes. Pour finir sur la scène de Cage Fight, quand même, t'as Chuck Liddell, Tito Ortiz, Randy Orton, c'était genre les légendes de l'UFC de cette époque. Ça aussi, tu vois, c'est stylé. Aujourd'hui, tu vois, on a des putains de bons combattants et tout encore à l'UFC. Je me rappellerai toujours voir Tito Ortiz mettre des patates à Jet Li, c'est stylé quand même. Ça vient de Taïwan, bureau central de la sûreté. Les services secrets taïwanais. Tu lis le chinois? Non, mais je connais flic dans toutes les langues. T'es un James Bond sauce kung-fu? Du coup, la soundtrack, elle est sortie le
18 février 2003, si mes souvenirs sont bons. Et c'est sorti sous Def Jam, parce que voilà, DMX était signé chez Def Jam. Par contre, c'est pas sorti chez Rough Rider, mais chez le label de DMX qui est Bloodline, que DMX a fondé en 2000. Et du coup, quand tu regardes la soundtrack, il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a des grosses têtes, c'est-à-dire t'as Eminem, quoi. Et voilà, est-ce que j'ai besoin de présenter Eminem? Surtout au début des années 2000, comme ça, il était sur son pic, lui aussi. T'as 50 Cent qui commençait justement à monter Get You sur Direct Train, et il y a le G-Unit. Et en plus, cette BO est sortie la même année que Beg for Mercy. Et t'as Joe Budden qui est aussi chez Def Jam, qui commence à monter. Il a sorti l'un des plus gros singles de sa carrière, mais dans une autre BO, dans un film qu'on parlera plus tard. Je vous spoil pas non plus. T'as Birdman de chez Cash Money, qui lui aussi, Cash Money, lui, clairement, il brasse dans l'oseille. T'as les clips qui sont dessus avec I'm Serious, qui est un putain de morceau. C'est 2 ans après avoir sorti Lord Within, qui a aussi été un carton. Il y a Dragon aussi. Ouais, après Dragon, c'est le petit frère de DMX. Là où est DMX, Dragon, il est pas loin, quoi. Donc, ça, c'est élémentaire. Mais il y a aussi CNN et MOP. Bref, je vais pas vous citer toutes les grossettes. Sur la scène de Catch Fight, en plus, ça fait très... je sais pas si t'as ressenti ça, mais ça m'a rappelé Def Jam Vendetta. De fou furieux. Il y a Bazar Royal aussi. Tu peux parler un petit peu de Bazar Royal? Justement, j'allais venir. Et des artistes plus confidentiels qui sont soit signés chez Bloodline, et c'est le cas justement de Bazar Royal, de Cashmere et de Big Stan. Et t'as des artistes que Def Jam avait signé à cette époque-là, comme Comp, qui est un rappeur de Baltimore. T'as Jinx, t'as Juvie, qui était, si je dis pas de bêtises, qui était très proche de Russell Simons, limite son protégé, et était proche aussi de Kool G Rap. Et comme j'ai dit, Cashmere, qui est la rappeuse du roster du label de DMX, là, de Bloodline Records. Et Bazar Royal, on va dire, je peux dire que c'est péjoratif ou si c'est un compliment, c'est un peu le Bone Crusher, voilà quoi, du label de DMX. Et la bio, franchement, c'est une bonne petite compile, quoi. T'as, comme on en a parlé tout à l'heure, t'as X Gon Give It To You, qui est l'un des singles les plus vendus de DMX, qui est enchaîné après par le morceau qui commence au début du film, qui est Go To Sleep avec Eminem, DMX et Beatwise, sachant que de la soundtrack au film, les versions sont pas vraiment pareilles, parce que dans le film, c'est Eminem, DMX, Beatwise, l'ordre des couplets, alors que dans le morceau, c'est Eminem, Beatwise, DMX. Bon, après, c'est pas très grave non plus, hein. On va pas non plus crier faire aller à la place de la Bastille pour manifester. Et la particularité de ce morceau, c'est que c'est un diss track, en fait. C'est un diss track contre, Ja Rule, vu que c'était l'ennemi commun en 3, mais aussi Benzino. Qui est Benzino? C'est l'ancien patron de The Source Magazine, qui était aussi rappeur dans le groupe Almetier RSO, qui était signé chez Rappelot Records de Jay Prince, et qui est aussi le père d'une star, c'est même plus montante, quoi, c'est littéralement une star, d'une rappeuse qui est en activité maintenant, qui s'appelle Coily Ray, qui est pas vraiment une très bonne rappeuse. On va dire là, clairement, la pomme n'est pas vraiment tombée loin du pommier, quoi. Ouais, mais Benzino et tout ça, putain, tu me ramènes à loin. Et le pire, c'est qu'encore aujourd'hui, ça ne va pas toujours très bien entre Eminem et lui, apparemment, de ce que j'ai compris. Mais bon, après, l'histoire est trop longue. Je pense que si on commence, vas-y, déjà, on est à 1h16, demain matin, on est encore là. Et on va parler aussi d'un morceau aussi que j'aime beaucoup, c'est Follow Me Gangsta, qui est sorti quelques semaines avant dans une mixtape du G-Unit Radio, la numéro 4 sur Bulletproof. Et voilà quoi, ça tabasse complètement. Un autre morceau que j'aime beaucoup, c'est celui avec Foxy Brown qui s'appelle My Life. Sachant que My Life, il y en a 2 dans la carrière de Foxy Brown. Il y a celui c'est Asian Doll, où il y a My Life.
Mais c'est pas du tout cette version-là, le My Life que je parle. Je crois que c'est sorti en 2000. Celui-là, bon, on est en 2003, c'est celui de Cradle to the Grave, qui est largement meilleur et qui est plus introspective, entre guillemets, que le premier morceau, quoi. Sachant qu'en plus, je sais pas si je dois dire touchant, si c'est le bon terme, mais elle parle beaucoup justement de sa mère, du fait d'avoir galéré dans la rue, que son éducation c'était compliqué. Et à un moment, elle parle de Jam Master Jay, qui a été assassiné pour des raisons obscures. Bon, les rumeurs disent que c'est lié par rapport au beef Supreme et 50 Cent. Et à un moment, elle fait une ligne où elle dit que Biggie est mort, Tupac est mort, et on est encore là en train de s'embrouiller. Et ça, clairement, c'est un subli à Lil Kim, avec qui il était en bif depuis quelques années, quoi. Sachant que Lil Kim a tiré à la station Hot 97 par rapport à cette histoire avec Foxy Brown, et elle est béton pour quelques années de prison en 2005 après son quatrième album The Naked Truth. Et non, bon, bref, là je suis en train de tergiverser, mais en tout cas c'est un très très bon morceau, un morceau que j'aime pas de ouf, mais bon, on va quand même en parler. C'est celui de Joe Budden qui s'appelle Drop, qui, je sais pas, c'est un peu il réessaye de faire Pump It Up, mais pour Cradle to the Grave, quoi. Tu vas ôter les mots de la bouche. C'est un morceau de club, quoi. Mais oui, moins puissant que Pump It Up. Tu écoutes l'album, clairement, ça se voit que c'est un leftover, en fait. Mais bon, quand même, tu vois, de tout ce que tu dis, autant Joel Silver, donc le producteur du film, a eu une main très... une emprise énorme sur le film, autant il a apparemment, en tout cas de tout ce que tu dis, il a quand même laissé une très grosse liberté à DMX pour construire un petit peu la soundtrack qu'il fallait pour le film. Surtout, DMX, bien sûr, il était dans le coin, mais c'est surtout Dame Grease qui a fait le taf. Parce que lui aussi, il t'a fait justement dans la réal musicale du film. Et qui est Dame Grease, parce qu'il faut que je le présente quand même en 30 secondes. C'est un producteur qui a taffé avec DMX, justement. Il a produit une bonne partie de It's Dark and the Hell is Hot. À chaque fois, j'ai du mal avec ces titres. Et qui a travaillé plus tard avec quelqu'un qu'on connaît bien. En tout cas, pour les aficionados du rap, qui est Max B. Et du coup, c'est lui qui était à la réal de la soundtrack, quoi. Ouais, parce qu'il était très proche, justement, des Rough Riders et tout. Il y a un autre morceau que je trouve vraiment bon. C'est celui de Comp, Do Something. Et pour l'anecdote, j'ai vraiment cherché savoir si Comp avait sorti des projets et tout. Il a juste sorti une mixtape avec DJ Kesley, quoi, qui est limite introuvable. Vu les feats qu'il avait, c'était quand même quelqu'un qui était pris au sérieux. Il avait un feat avec Sean Price et Agala qui était sorti dans un soundtrack de GTA. Il a sorti aussi 2 morceaux avec Cameron qui sont vraiment pas mal, où il tient tête vraiment au leader de Dipset, quoi. Donc non, c'était vraiment quelqu'un qui était pris au sérieux. Bon, après, malheureusement, il a jamais rien sorti d'officiel. Def Jam, je sais pas ce qu'ils ont fait. Par contre, il y a l'un des morceaux que j'aime le moins de la soundtrack, c'est le morceau avec Dragon, Fireman, où il reprend littéralement Curtis Mayfield I'm a Pusherman, quoi. Et c'est pas vraiment le meilleur hommage que j'ai entendu, quoi, si je dois être gentil. Sachant que Dragon, c'est un bon rappeur, hein. Son album qui est sorti en 2000-2001, Opposite of Half Jojo, il est vraiment pas mal. C'est un rappeur que j'avais bien aimé, alors moins que DMX. Il est meilleur rappeur qu'acteur, lui aussi. C'est une bonne soundtrack, hein. C'est vraiment pas mal. Et en plus, bon, j'ai oublié de le dire au début, mais les soundtracks, souvent, en tout cas surtout dans les années 90, ça servait justement de tremplin pour les artistes, surtout inconnus, parce que souvent, quand t'apparaissais dans un soundtrack, tu pouvais signer quelque part, quoi, parce que souvent dans les années 90, les soundtracks, ça partait souvent en disque de platine, quoi. Et parfois, il y a des soundtracks qui étaient plus connus que les films. L'exemple criant, Deep Cover, quoi. Tout le monde connaît la BO, personne connaît le film. Mais ça faisait partie d'une mouvance, tout le monde... même si le film, là, pour le coup, est culte, putain, la soundtrack de Friday, tu vois, par exemple, même la soundtrack de The Wash, tu vois, à la limite, pour prendre un truc un peu moins connu, c'est des putains d'usines à gaz, où limite la soundtrack est plus importante que le film, ou en tout cas il y a... Il y a quelque chose de c'est limite, ça pourrait être des albums, quoi, tu les sors comme ça sans film derrière. Exactement. Par contre, le gros reproche que je peux faire à la soundtrack, le film se déroule à Los Angeles, et il n'y a pas un seul artiste
californien dans la soundtrack, quoi. Ils ont ramené 3 sudistes, The Clips et Birdman, mais tout le reste, c'est la côte ouest, quoi, et limite le Midwest, parce que bon, Détroit, Eminem, c'est pas la côte est, quoi. Mais sinon, c'est que des mecs de New York, quoi, ou de Baltimore, etc. Mais il n'y a pas un seul Californien dans cette soundtrack, dans un film qui se passe en Californie, quoi. Il y a un manque de cohérence totale, quoi. Vraiment, ce film aurait dû se passer à New York, en vrai de vrai, tu vois. Je pense que c'est une volonté. Je pense qu'ils ont tourné à LA pour une raison toute conne. C'était moins cher, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Genre toutes les équipes de tournage, etc. Tout était sur place et ça devait être juste plus facile d'avoir des autorisations de tournage pour faire une course-poursuite en quad à LA qu'à New York. Je pense aussi, ouais. J'espère que je suis pas trop sexy pour toi. Je suis pas libre. La pétasse. Et bah, du coup, la pire scène du film, quoi. Je te laisse commencer. Toutes les scènes avec Tom Arnold. Non, franchement, je peux pas, quoi. C'est le seul plan du film. Et c'est ça le pire, ils vous aident pas, quoi. Franchement, c'est trop. Je sais pas quoi dire, quoi. Le mec qui dit, ouais, tous les Noirs et les Chinois se ressemblent. Vous avez besoin d'un blanc dans votre équipe pour si vous voulez faire des bracos dans des country clubs et tout. Qu'est-ce que tu racontes, frère? C'est cruste de malade, ouais. Il ose dire, en plus, il était en mode... à la fin, il y a une phrase qui est ultra cringe où il fait « Ouais, c'était trop fun, faut qu'on recommence. » Et Damix, il le regarde en mode « Frère, on va kidnapper ma fille, d'où on recommence, tu vois ?» Et le truc, c'est le générique avec Anthony Anderson, quoi. T'as Anthony Anderson qui dit littéralement « Oui, moi je me rase, mais pas ma mère. Ma mère a une barbe. » Je sais pas quoi dire de plus, quoi. Franchement, non, je pense que... Non, en vrai, la pire scène, ouais, c'est la scène du générique, parce qu'ils enchaînent. Mais ils enchaînent connerie sur connerie, quoi. C'est affolant, quoi. Ils avaient de la bobine intro et ils sont partis en improvisation. Après, Tom Arnold, moi j'ai un petit truc avec lui. Il est insupportable dans le film. C'est sûrement quelqu'un d'insupportable dans la vraie vie. Je pense que c'est pour ça que Arnold Schwarzenegger n'est pas venu. Il a dit « Oh, j'ai déjà subi dans True Lies. Pas une deuxième fois. » Ouais, t'as tout dit. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? C'est toi, en fait, le spécialiste cinéma. Il fallait faire le podcast tout seul, vrai. Toi, t'es fou, toi. Non, on reste en équipe. Tu vas pas finir comme ça. On a commencé ensemble. On va finir ensemble cette aventure. Yes. Mais ouais, bah, bref. J'avoue que Tom Arnold, tu vois, dans ce film, il m'énervait un petit peu. Et puis, j'ai vu Soul Plane. Ah ouais, c'est vrai, il est dans Soul Plane. Un autre film qu'on va parler, bien entendu. Mais j'avais oublié qu'il était dans Soul Plane. Et ouais, en plus, il joue. Je pense qu'il y a une espèce de, tu vois, d'humour un peu noir sur le fait que, tu sais, il joue du racisme. Il paye tout ce qu'il a fait dans Sursis. Voilà, c'est ça. Il paye même pour tout ce que les blancs font, tu vois. Et en général. Et comment dire, c'est pas j'aime ce mec, tu vois. Mais là, il a un physique déjà de base qui est disgracieux. Il y a tout disgracieux chez lui, son comportement est disgracieux. On dirait un espèce de bigard américain. Non mais son expression du visage, je sais pas, on dirait... Je sais pas quoi dire en fait. Il a une expression du visage. On dirait, il te sort des trucs dans le plus grand des cas, mais t'as l'impression en même temps, lui-même il est blasé, quoi. Je sais pas comment expliquer en fait. C'est Tom Arnold. C'est tout. T'es qui, putain, toi? Je m'appelle Sou. Salut, Soussou, moi c'est Loulou. T'auras le droit de sortir d'ici vivant. Je refuse. Pour moi, voilà quoi. Allez regarder Credit to the Grave malgré tous les points négatifs qu'on a abordés. Je pense pas que Ace me contredira. Non, clairement. Moi, c'est un film que je conseille. Vous avez un dimanche, tranquille, pépouze. Il y a rien, vous avez déjà tout vu. Autant aller sur un petit en sursis, paix à son âme, mais c'est une occasion de revoir DMX dans un rôle principal. Mine de rien, il est badass dans le film, il est assez glorifié, c'est un film fun avant tout. Bon, n'y allez pas si vous avez des sensibilités un petit peu accrues, le film est daté et tout, mais... il est jouissif, il y a quelque chose de jouissif dans Sursis. Et d'ailleurs, bon, là on va
je suis tout à fait d'accord. Donc maintenant, on va passer à nos recommandations. Recommandations, c'est musique qu'on écoute en ce moment, film qu'on a récemment vu et qu'on a aimé ou détesté, livres, chaîne YouTube, voilà, tout ce qu'on veut, on vous donne et puis vous prenez ou vous prenez pas, quoi. Du coup, Ace, quelle serait ta recommandation pour cet épisode? Ouais, je vais choisir la musique. Je suis tombé sur un rappeur. Alors je me suis pas renseigné sur lui, je sais pas d'où il sort, etc. Mais il s'appelle Jamed. C'est Jahmed. C'est un rappeur américain. Il a fait un titre qui s'appelle Cheap, qui est dans la soundtrack d'un film qui est sorti sur Amazon Prime qui s'appelle Emergency. Ah, que j'ai vu d'ailleurs. Voilà, je grille quand même une case recommandation de film, mais les deux, voilà, que ce soit Jamed et Jeep, et même aller écouter ce qu'il fait d'autre, parce que je trouve que c'est un rappeur qui a un style qui me plaît, tu vois, il est pas dans la mouvance actuelle, il fait un truc à lui très propre, très concis, avec vraiment des beats assez gras, il a des sonorités, un flow, je le trouve vraiment vraiment puissant, c'est un petit jeune, je pense qu'il a tout à prouver, et j'espère qu'Emergency, tu vois, a permis de le faire découvrir à plus de monde autre que moi, tu vois. Et si c'est pas le cas, foncez, écoutez ça et allez voir Emergency aussi, c'est une petite tuerie. En plus, je l'ai vu Emergency avec ma femme, on avait bien aimé. Hein. Moi, du coup, ma reco va être beaucoup moins joyeuse. Je sais même pas si je peux appeler ça une reco parce que moi-même, je sais pas pourquoi je me suis aventuré là-bas. J'ai récemment regardé Le Monde Secret des Emojis. Oh merde. C'est l'un des pires films d'animation que j'ai vu de ma vie. C'est pas une reco, du coup. Si, c'est une reco pour pas le voir, c'est ça. Ah si, franchement, hein, les films de merde peuvent aussi servir de reco, quoi, parce que ça reste des expériences. Faut pas que des expériences ce soit que positives, quoi, sinon ce serait pas marrant. Moi, je vous dis, allez le voir. Franchement, il dure 1h20, on dirait il dure 20h, quoi. Vraiment, c'est déjà le graphisme. N'en parlons pas, mais le message du film, quoi. C'est un film pour enfants qui te dit littéralement à ton enfant, vas-y, achète, quoi. Achète mon smartphone, va sur YouTube, va sur Twitter, va dans tout ça. C'est ça, quoi. C'est des emojis qui se baladent en plus, bon, avec une intrigue, mais balourde que t'as vu dans 15 000 films d'animation Pixar, Disney, avec une histoire d'amour dont tu t'en fous, mais royalement. Mais moi, comme j'ai dit, non seulement visuellement, le film il est dégueulasse, mais même la morale du film, quoi. C'est le placement de produit le plus grossier que tu peux faire, en fait. Ça a vraiment été fait par des marketeurs. Même Space Jam 2 est moins outrancier que ça, quoi. Android qu'ils ont fait, mais c'est criminel, en fait. Hein. Je sais pas si tu l'as vu, toi, mais... Non, moi, tu sais, j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu qu'il y avait un emoji caca qui parlait, j'ai dit non. C'est, comment il s'appelle, Sœur, je sais plus quoi, là. Patrick Stewart. Voilà, Sœur Patrick Stewart. Mais je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là, frère? Pourquoi tu joues un caca? Allez le voir. Enfin, ne le montrez pas à vos enfants parce que, comme j'ai dit, c'est un film pour influencer les enfants à acheter des téléphones, quoi. Pour qu'après, ils soient lobotomisés par Facebook et toutes ces conneries-là. Regardez-le juste pour comprendre ce qu'est un placement de produit, quoi. Je pense qu'à côté, Retour vers le futur avec les Nike, là, limite, ça passe tranquille, quoi. Je sais pas si tu m'as donné envie de le voir ou pas. Tu vois, en tout cas, c'est sûr, je ne montrerai pas à mes gosses. Tu vois, dans le même style, tu vois, j'ai le monde de Ralph 2. Tu vois, je leur avais mis ça et j'avais déjà trouvé le film imblairable. Parce que c'était pareil, c'était à base de pubs Facebook, Twitter, Snapchat. Il y avait même Mythique. J'étais en mode, mais Mythique, ça a quoi à voir dans un film Disney? Mais franchement, vu comme moi, je sais pas, je crois parfois j'ai des idées, je sais pas pourquoi je me lance dans ça. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est une expérience. Tu l'as vu, et puis voilà, quoi. Ça te change ça change toute ta mentalité, quoi, toute ta façon de penser, en fait. En tout cas, passez une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas de quel film on va traiter, puis qu'on a une longue liste. On préfère pour le moment garder le suspense, mais je pense que Ace et moi, on va vous trouver quelque chose, vous inquiétez pas. Quelque chose de sucré, bien comme il faut. En tout cas, bon, on va pas donner de délai parce que voilà, quoi, on peut ressortir un autre épisode dans une semaine comme dans 6 mois. On va essayer d'être là. Quoi qu'il arrive, on va essayer d'être là. En tout cas, Ace, c'était un plaisir et je pense que le prochain épisode sera un plaisir. Et les 100 autres épisodes qui arrivent, quoi, parce que ouais, on aura du boulot. Mais merci à toi et j'espère que vous avez apprécié l'écoute. Salut à tous. Salut.